Bonsoir à tous, j'espère qu'il vous reste encore un petit peu d'attention, on va essayer de ne pas être trop méchant. Alors l'année dernière avec Thibaut, on faisait déjà un binôme sur la prise en charge des ischios, mais version footballistique pro. Et le but du jeu, c'est de recadrer tout ça dans la vraie vie, c'est-à-dire ce qui se passe au cabinet, donc chez des sportifs non professionnels. La clarification de l'anatomie est vraiment très importante parce que vous allez voir, on a essayé de faire des choses assez caricaturales, mais pas simplistes. Et puis tout ça, ça va impacter votre stratégie diagnostique. Alors je vais laisser la parole à Thibaut pour la partie clinique et je reprendrai la main pour l'anatomie. Merci Antoine. Alors bonjour à tous. Donc pour commencer avec un peu d'épidémiologie pour expliquer pourquoi s'intéresser aux ischios. Donc tout simplement parce que c'est une lésion très fréquente. On voit sur cette étude qui suit sur 8 ans des clubs qui font la Champions League au foot, eh bien on voit que les lésions musculaires sont les lésions les plus fréquentes, 35% du total des lésions, et que parmi ces lésions-là, les lésions des ischios sont les plus importantes. Donc, si on continue l'épidémiologie, on voit que l'ensemble des lésions musculaires, vraiment la grande majorité, concerne 4 groupes musculaires, dont les ischios qui sont les plus importants. Donc ça, c'est dans le foot. Et si on regarde dans d'autres sports, notamment l'athlétisme, on voit aussi que les lésions des ischio-jambiers sont les lésions les plus importantes. Alors bien sûr, ça dépend du sport. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que malgré tous les protocoles de prévention, on s'y intéresse, on progresse en diagnostic, on progresse en prise en charge, et bien ces lésions, elles augmentent au fur et à mesure. On voit que là, sur ces études, une étude de 13 ans entre 2001 et 2014, il y a 4% d'augmentation des lésions des ischios par an dans le foot. Donc pour vous présenter l'évaluation initiale, alors c'est propre à toutes les lésions musculaires, devant une suspicion de lésion des ischio-jambiers, on va reprendre les antécédents et l'âge du patient notamment, parce que c'est 2 facteurs de risque de lésion musculaire, d'avoir déjà eu un antécédent sur ce groupe musculaire-là, et l'âge aussi est un facteur de risque de survenue de lésion musculaire. Le principal symptôme, c'est la douleur, donc on déroulera les caractéristiques. On arrivera déjà avec cet interrogatoire à différencier dans la grande majorité des cas les lésions intrinsèques et les lésions extrinsèques. Et ensuite, on pourra passer à l'examen clinique, qui, on va le voir après, parce qu'on va faire une démo un peu live de mon examen clinique d'une suspicion de lésion des ischio-jambiers qui est très simple. Mais qui permet, alors je différencie un peu l'examen clinique que moi je fais en consultation, l'examen clinique que les kinés font dans leur bilan initial, où l'intérêt va être d'avoir des éléments objectifs d'amplitude articulaire, de force musculaire, pour vraiment pouvoir avoir des éléments objectifs pour suivre la rééducation. Et puis après, il y a bien sûr tout le bilan paraclinique, l'échographie dans la grande majorité des cas, on va le redétailler après, l'IRM dans certains cas. Le but de cette évaluation, c'est de classer la blessure, d'identifier la structure atteinte. On va voir qu'il y a une connaissance anatomique qui est importante pour déterminer la structure atteinte et classer la gravité de la lésion et proposer un protocole de prise en charge adapté. Donc la présentation clinique, cette diapo elle est là pour insister sur le fait qu'une lésion musculaire, c'est pas qu'une douleur brutale sur un sprint. Voilà, les plus ou moins là, sur le côté des éléments cliniques, ils sont là pour modérer le propos parce qu'on a des lésions musculaires au cours desquelles le sportif arrive à finir son entraînement, arrive à finir son match. Voilà, c'est pas que la douleur brutale en général, parfois c'est une survenue progressive et donc ça justifie vraiment une imagerie dans la grande majorité des cas. Et donc l'examen clinique, je reviens sur la présentation clinique. Est-ce que Tom, tu peux venir? Donc l'intérêt, moi, de mon examen clinique, c'est de confirmer, tu peux te mettre sur le dos s'il te plaît, c'est de confirmer, ma suspicion clinique et d'identifier le niveau d'atteinte pour déjà m'orienter sur la lésion. Alors, non, ça va aller. Je pense non, c'est bon. Je vais faire comme ça. Hop. Alors donc moi,
j'ai tendance, alors par facilité, à mettre le patient toujours sur le dos dans un premier temps. Donc vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de très très simple. Non, ça va aller, ça va aller. Bon. Donc le patient est sur le dos. En général, je teste l'étirement dans un premier temps. Donc je mets la hanche à 90 et du coup, j'étire juste les ischios et je regarde à quelle amplitude articulaire le patient. Alors s'il a une douleur, je lui demande de la localiser et je note l'amplitude articulaire à laquelle est déclenchée cette douleur. Donc voilà, parfois pour sensibiliser un peu l'examen et sensibiliser un peu notamment le testing des ischios proximaux, je mets un peu plus de flexion de hanche et pareil, j'étire l'ischio. Je profite de cette position-là pour déjà commencer une contraction contrariée où en course moyenne, je demande au patient d'écraser mon épaule. Vas-y, écrase mon épaule. Voilà. Là, je lui demande s'il a mal. S'il a mal, je lui demande de me dire à quel niveau. Et pareil, je le fais donc en course moyenne et en course plus externe. Je demande la même chose. Voilà. Donc là, déjà, je confirme un peu savoir s'il a des douleurs ou pas. Et je note le niveau d'atteinte. Et après, je lui demande de passer sur le ventre. Alors, je commence par ça parce que moi, tout simplement, en général, je finis par une échographie. Et donc, c'est pour le retourner qu'une fois, je commence à le mettre sur le dos. Ensuite, ici, je demande aussi une contraction contrariée, voilà, donc hanche en position plus neutre, hein, et je sensibilise un peu plus tôt et je teste plutôt les ischios distaux du coup en faisant ça, voilà, la contraction contrariée, pareil, je note le niveau de la douleur. Je demande aussi souvent, je teste la composante excentrique, donc je demande de ralentir le mouvement et je demande s'il a mal ou pas et à quel niveau. Et enfin, je termine par la palpation qui a vraiment pour but de localiser le niveau lésionnel. Alors, j'ai pas la finesse palpatoire, alors j'avoue que j'y crois pas trop, peut-être parce que je l'utilise pas, pour savoir à la palpation le grade de lésionnel et tout ça. Pour moi, ça n'existe pas, en tout cas dans ma pratique. Voilà. Alors, je redépose le micro. Et je reviens ici. On m'entend de nouveau, oui. Donc, j'évalue du coup le niveau d'atteinte pour essayer de comprendre quelles structures peuvent être atteintes. Alors, je vous ai remis ce schéma-là d'anatomie qui est un schéma très simple de la façon dont je voyais les ischio-jambiers, dont je l'ai vu pendant un certain temps, avec une jonction myotendineuse que je ne considérais que dans un axe crânio-caudal. Finalement, j'imaginais de manière assez simple un tendon, puis un muscle, un tendon proximal, puis un muscle, puis un tendon distal. Et je me suis rendu compte, avec le suivi des lésions musculaires que j'ai pu réaliser, que cette conception des ischios n'était pas bonne, et qu'en fait, finalement, vraiment, les tendons des ischios, vraiment, en fait, on peut comparer ça à un arbre avec vraiment le tronc tendineux qui envoie des ramifications vraiment au sein du muscle. Et ce qu'on voit ici, là, voilà, c'est que on a ce tendon conjoint, donc semi-tendineux et biceps fémoral. Et ce qu'on voit, c'est que vraiment, ce tendon proximal ou ce tendon, alors on l'appelle soit tendon central du biceps fémoral, on parle de tendon conjoint semi-tendineux, biceps fémoral. Pour tout vous dire, j'arrive pas bien à savoir si vraiment il n'appartient qu'au biceps ou s'il est commun aux deux. Et on voit que, alors il y a la même chose du coup ici, il y a la même chose pour le semi-membraneux. Vraiment ces tendons, et ça c'est une notion très importante, parce que la jonction myotendineuse, elle n'est pas ici le tendon puis le muscle, elle est vraiment dans un axe transversal entre le tendon ici et le muscle ici, et c'est à cet endroit-là que se passe la majeure partie des lésions. Pour appuyer encore le propos, là, on revoit du coup ce tendon central au sein du muscle. Et donc vraiment, c'est ces tendons-là au sein des muscles qui vont s'abîmer dans les lésions musculaires, avec soit les lésions intratendineuses, soit les lésions myotendineuses avec potentiellement un respect de la structure tendineuse, soit les lésions musculaires qui sont quand même assez rares. Cette diapo-là, elle est pour illustrer la longueur de ces tendons intramusculaires, puisque là, on voit par exemple sur le biceps, eh bien, on voit que donc ça, ce sont la longueur des tendons en pourcentage par rapport à la longueur totale du muscle. Donc on voit que pour le long biceps, par exemple, le tendon fait 60% du muscle.
15% dans cette revue-là de littérature, enfin, d'anatomie néo-zélandaise, 15% de ce qu'on appelle de free tendons, donc de tendons non entourés de muscles, et 45% vraiment de tendons entourés de muscles. Cette notion, elle est aussi représentée ici, avec le tendon libre ici, et la jonction myotendineuse, avec les fibres musculaires qui s'insèrent sur le tendon et sur le conjonctif. Donc pour poursuivre avec l'anatomie des ischios, donc là on voit une jambe droite, du coup en vue postérieure, avec du coup semi-tendineux qui naît très haut. Alors on va revoir ça après avec Antoine sur des coupes axiales en écho et en IRM, mais on voit que le muscle semi-tendineux vraiment il naît très haut, donc il devient musculaire le premier, après le tendon conjoint, et puis hop, on a ce tendon qui se poursuit. Là ensuite naît le long biceps, et le semi-membraneux, ici, on voit qu'il est précédé d'une longue membrane donc de tissu conjonctif, hein, un tendon vraiment qui est très très long et qui naît, enfin la portion musculaire du muscle naît vraiment le plus bas des trois muscles. Donc ces lésions-là en proximal, c'est à peu près, enfin ces structures-là, c'est à peu près les seules lésions qui sont atteintes en proximal. Hein, on va faire un petit résumé après. Et en distal, la grande particularité à connaître, c'est la jonction entre le court biceps et le long biceps, où le long biceps naît à la partie postérieure du fémur et va venir progressivement prendre la place du long biceps. On va le revoir sur des coupes axiales après. Et cette zone d'accollement entre court et long biceps, qu'on peut appeler la T-jonction dans les articles anglo-saxons, eh bien, c'est aussi une structure fragile et qui est atteinte de façon fréquente. Donc, pour résumer un peu ce que je viens de vous dire, en gros, il y a vraiment 4 sites lésionnels au niveau des ischios, qui regroupe quasi 100% des lésions. Donc le tendon conjoint semi-tendineux biceps fémoral, la partie proximale donc libre non entourée de muscles, puis la partie intramusculaire avec cette jonction myotendineuse qui est vraiment fragile et où il y a beaucoup de lésions. Le semi-tendineux proximal, pareil, tendineux à la partie initiale, puis après une jonction myotendineuse avec un tendon qui va très loin dans le muscle. Et enfin, de manière distale, l'accollement entre le chef long et le chef court du biceps. Donc je laisse la parole à Antoine qui va reprendre un peu toutes ces données dans un plan axial et avec l'image. Alors on va se refarcir tout ça en plan axial, en plan d'imagerie. C'est vraiment quasiment le plan à privilégier pour les lésions musculaires, que ce soit en échographie ou que ce soit en IRM. Et puis on va commencer par des corrélations avec l'IRM, c'est plus simple à comprendre. Donc là, le segment proximal du fémur, la tubérosité ischiotique, vous avez les petites flèches avec les deux tendons. Donc vous avez ici le tendon conjoint, ici le tendon du semi-membraneux. Vous avez la correspondance anatomique avec les deux tendons qui sont vraiment côte à côte, à peu près de même calibre. Ensuite, on descend d'un étage. Alors vous allez voir, tout de suite, en dessous de l'ischion, on va avoir ici des fibres musculaires du semi-tendineux. Alors que le semi-membraneux était plutôt externe, il va commencer à rejoindre la face interne de la cuisse. Pareil, la correspondance. Ici, le tendon conjoint, le tendon du semi-membraneux. On descend encore d'un étage. Vous voyez ici, ça y est, on commence à voir cette espèce d'image de lame tendineuse qui est d'orientation antéro-postérieure sagittale, et le semi-membraneux qui commence à faire qui termine sa migration vers l'intérieur. Et vous comprenez bien aussi pourquoi on l'appelle semi-membraneux, parce que c'est vraiment un drapé tendineux. Vous avez ici une zone qui est un peu renflée, et puis ça se continue. C'est vraiment quelque chose de très très large et de très très long et de très très plat. Alors il y a des collègues qui comparent ça un petit peu à un spermatozoïde avec ici la tête et puis le flagelle quand vous regardez ça en coupe axiale. On continue, donc vous voyez toujours ici le tendon conjoint avec le biceps fémoral, donc le chef ischiatique, le chef long. Ici, le semi-tendineux et puis le semi-membraneux. Alors lui, il y a vraiment une particularité, c'est que sa jonction myotendineuse est vraiment très excentrée par rapport à l'axe du tendon. Vous allez voir, ça va arriver quelque part ici sur le côté. Donc on descend et vous voyez, le muscle apparaît assez bas sur la cuisse. Et puis, lui continue sa vie au milieu des deux muscles, donc le semi-tendineux, le biceps fémoral.
Et là, on va sauter un palier parce qu'entre deux, il ne se passe plus grand-chose. Alors, on peut avoir des lésions musculaires, mais c'est vraiment à la marge. Et puis, la zone qui est intéressante, c'est vraiment ici, cette zone d'accollement. Donc, vous avez le long biceps qui est ici, le chef ischiatique. Et là, vous avez le chef fémoral. Et lui, donc, il vient bien du fémur. Il est vraiment très, très distal. Et puis, chose qui peut vous être intéressante quand on fait de l'échographie, c'est que le biceps fémoral, lui, c'est le copain du nerf sciatique. Donc, le nerf sciatique ça sera un point de repère pour retrouver le corps musculaire du biceps fémoral. Alors maintenant, pareil, dans un autre plan, donc vous avez vraiment cette image de lame, donc le tendon conjoint, qui fuse comme ça dans le muscle, très vertical, vraiment très épais au départ, et ça va s'affiner progressivement. Et puis ensuite, vous avez l'autre tendon, donc le semi-membraneux, qui est, vous voyez, très plat. Donc on a du mal à l'enfiler sur un plan coronal strict, mais vraiment deux aspects très différents. Un tendon court, vraiment très bref et qui se prolonge loin dans le muscle, et de l'autre côté, plutôt une lame tendineuse, vraiment une membrane. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs. Donc maintenant, on va passer à la démonstration échographique. Vous pouvez me passer sur le micro tête. Et ça va vous permettre aussi de comprendre un petit peu la démarche pour le type d'examen qu'on va demander. Donc, on va partir du haut et vous allez comprendre tout de suite. Alors, vous avez la coupe anatomique qui est correspondante. Alors, est-ce qu'on peut transférer l'image de l'échographe? Voilà, donc, l'ischion, il est quand même assez haut. Donc, il ne faut pas hésiter à bien repousser les masses musculaires. Et voilà. Donc, vous voyez, devant, ici, c'est un peu compliqué. On a quand même une grosse masse de tissu musculaire qui est le grand glutéal. Ce n'est pas une zone qui est simple, pourtant on a un modèle qui est quand même relativement jeune, svelte et sportif. Donc l'ischion, on le voit plutôt pas mal. Donc le tendon conjoint qui est médial, le tendon du semi-membraneux qui est latéral. Donc premier point de repère, et on commence déjà aussi à voir le sciatique qui peut vous servir ici en surface du carré fémoral. Donc on descend un petit peu. Hop. Donc là, tout de suite, regardez, sous l'ischion, on commence à avoir du muscle. Donc premier muscle sous l'ischion, vous aurez le semi-tendineux. Donc on suit le tendon conjoint. Donc vous voyez toujours beaucoup de muscles sur le semi-tendineux. Le biceps, lui, il arrive un petit peu après. Voilà, on commence à avoir un petit peu de fibre musculaire. Il va arriver très progressivement. Vous voyez, je suis déjà beaucoup plus bas. Je suis sorti du sillon sous-fessier. Et voilà, ici, le corps musculaire triangulaire. Et pareil, vous avez à la face profonde le sciatique. Donc on va remonter un petit peu. On va suivre l'autre tendon. Hop, ici, le tendon du semi-membraneux. Alors lui, c'est embêtant parce qu'il passe en dessous. Donc vous voyez, se surajoute le tendon conjoint. Donc il y a une zone qui est un peu difficile à suivre ici. Mais ce n'est pas grave parce qu'on le repère un petit peu en dessous. Voilà, vous avez cet espace de lame ici. Donc on retrouve l'image avec un petit renflement. Et puis ici, une aponévrose qui est assez plate, assez longue. Voilà, donc ici, l'image du spermatozoïde, ça parle à tout le monde. La tête et puis ici, le flagelle. Donc on descend, on descend, on descend. Et vous allez voir, regardez, très bas et très médial, vous allez avoir une jonction myandineuse qui est très excentrée. Donc vous imaginez bien que c'est un élément de fragilité. Alors, point qui est assez fort aussi pour l'échographie, c'est qu'on voit très bien ce genre de petite cloison. Ça, c'est la cloison sigmoïde du semi-tendineux. Alors, on n'a pas montré de lésion parce que ce n'est pas une lésion qui est très fréquente, mais à mon sens, quand on étudie vraiment des choses très fines comme ça, l'échographie est vraiment très intéressante pour aller voir s'il n'y a pas une toute petite lésion du conjonctif. C'est vraiment, là pour le coup, l'échographie reste très supérieure à l'IRM. Vous voyez, on a vraiment un contraste très important entre une structure fibreuse et puis du muscle qui est hypoéchogène. Voilà, donc ça c'est la partie proximale. Donc de manière tout à fait innocente, je suis le sciatique, on suit le biceps fémoral, et vous allez voir arriver ici une deuxième partie du biceps fémoral, donc c'est bien le chef fémoral, vous voyez, ici la diaphyse fémorale, et la zone qui est problématique, c'est celle-ci. Donc là, le chef long, le chef court, ou chef ischiatique, chef fémoral, et vous avez une tripotée de lésions qui vont siéger ici. Alors c'est des lésions qui sont un peu particulières. Pour ma part, j'ai toujours un peu de mal à les grader, parce qu'il y a des moments où on a l'impression que c'est vraiment une espèce de décollement interaponébrotique. Le conjonctif est vraiment très fin, donc elles ont une place un peu particulière, comme lésion. Et après, donc, juste pour vous dire que le tendon conjoint, donc pour vous montrer un petit peu, il descend très bas. Donc là-dessus, vous pouvez avoir des lésions très proximales comme des lésions très distales. Et puis, je partageais un petit peu l'avis de Thibaut, c'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre. Il y a des lésions qui sont sur le tendon conjoint où vous aurez une répercussion que sur le semi-tendineux et d'autres que sur le biceps fémoral. Et vous verrez un petit exemple tout à l'heure, on a du mal à comprendre. Pour moi, on a du mal à vraiment différencier
qui s'insère, comment on arrive à différencier un petit peu la composante qui est lésée, alors que vraiment, même quand on est en dissection, c'est un tendon, et puis vous avez des fibres musculaires un petit peu comme sur un muscle bipéné. Donc ça reste un peu nébuleux quand même. Alors si on peut récupérer la présentation à l'écran, s'il vous plaît. Alors, ça c'est la correspondance découpée anatomique. Voilà, donc après, juste pour vous rappeler que là vous avez vu sur la partie proximale, c'est vraiment pas facile, alors qu'on a quand même un modèle qui est assez favorable. Donc vraiment l'échographie pour la partie proximale à prendre avec des pincettes, vraiment, même avec de l'expérience, ça reste difficile. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut orienter un petit peu votre demande d'examen complémentaire en fonction de ce que vous cherchez. L'avantage, ce que disait Thibaut, c'est pratique, le patient vous l'avez sous la main, c'est là que tu as mal, hop, on pose la sonde, et puis c'est vraiment beaucoup plus facile, à la différence de l'IRM où souvent, vous verrez tout à l'heure, il y a une lésion qui était assez extensive, on ne savait pas trop où se centrer, donc il y a des moments où on fait un centrage, on est à côté de la lésion, il faut se recentrer. Donc vraiment le côté clinique de l'échographie, c'est vraiment sympa. Et puis surtout, l'échographie, vous avez une résolution spatiale qui est vraiment très très fine. On arrive à mesurer des aponévroses de l'ordre de 0,1 0,2 mm, avec un très bon contraste. L'avantage de l'IRM, c'est que c'est facile, on peut facilement le relire, donc vraiment à privilégier, notamment quand il y a une prise en charge chirurgicale et une lésion très proximale. L'avantage, ça donne une vue panoramique. Sensibilité à l'œdème, alors ça, il y en a pour lesquels c'est un point positif, ça peut être un point négatif parce que ça donne de temps en temps, sur des lésions qui apparaissent progressivement, des œdèmes monstrueux, alors que la lésion, au final, n'est pas très importante. Puis le contraste est bon vraiment que s'il y a une lésion, s'il y a un œdème musculaire, sur les lésions conjonctives, on est quand même un peu moins fin que sur l'échographie. Pour vous présenter quelques cas de pathologie et quelques présentations cliniques. Donc chez l'enfant, globalement, des lésions musculaires, on n'en voit pas ou très très peu. Donc c'est souvent vraiment le cartilage de croissance. Quand il y a vraiment une douleur en général très proximale, c'est vraiment le cartilage de croissance qui souffre. Alors avec des lésions qui peuvent avoir une présentation clinique un peu variée. Très souvent, c'est la douleur d'apparition progressive de l'enfant qui fait beaucoup de sport, qui a tendance à céder avec le repos, mais qui, chaque fois que l'enfant reprend, il a de nouveau mal. Donc c'est vraiment la présentation clinique la plus fréquente. Moi, dans ces cas-là, franchement, en général, chez l'enfant, un enfant sur lequel j'ai pas d'arrière-pensée particulier, je fais juste une radio pour être sûr qu'il n'y ait pas une désinsertion du noyau d'ossification, mais l'écho, alors je la fais parfois, mais vraiment elle m'apporte pas grand-chose. Et l'IRM, je le fais que dans des cas vraiment compliqués, pour lesquels j'ai une arrière-pensée, ou quand il y a un début, même quand il y a un début brutal, en général, je fais plus la radio pour savoir s'il n'y a pas quelque chose à aller refixer, quoi. Alors ça, c'est le cas d'une jeune hockeyeuse sur gazon qui fait partie de la sélection régionale. Douleur de fesses, qui est adressée pour une échographie. Moi, je l'ai vue il n'y a vraiment pas longtemps, cette jeune demoiselle. Voilà, alors vous voyez, alors là, c'est vraiment, il faut aller chercher les anomalies, il faut aller s'arracher les yeux pour voir que les deux noyaux de croissance ne sont pas les mêmes. Vous avez ici un noyau de croissance qui est plutôt bien. Alors de l'ossification encondrale, c'est jamais régulier, ça fait toujours des petites images un petit peu de vaguelettes, mais c'est plutôt très atténuant. Vous voyez qu'on a vraiment du noir en dessous. L'autre côté, il y a un petit retard d'ossification. Donc on a du mal à comprendre, c'est un petit peu plus irrégulier. La corticale et le front d'ossification est moins réfringent, on a un petit peu plus de signal derrière. Ça, c'est une vue sagittale. Vous avez ici une noyau d'ossification qui est normale. Vous voyez, ça fait une belle image de coquille d'œuf, c'est bien propre. De l'autre côté, c'est pas tout à fait la même histoire. Alors ça, j'aurais pu me passer de ça. Ça m'a pris un petit peu de temps pour aller voir les petites anomalies. C'est pas simple. Si on avait fait la radio tout de suite, vous voyez que là, vous avez un noyau d'ossification qui est plutôt bien formé, et de l'autre côté, il se passe des choses. Vous avez une sclérose, un front d'ossification qui est irrégulier. Là, la radio, elle donne toutes les informations dont on a besoin. Le noyau souffre, il est en place. Voilà, c'est globalement l'intérêt de l'imagerie. Alors ça, c'est une IRM, c'est pas la même patiente. Ça, c'est quelqu'un que j'avais vu en IRM. Alors vous voyez, c'est un footballeur, il a des anomalies pubiennes. C'est un centre de formation. Là, il y a vraiment, c'est beaucoup plus facile pour le coup en IRM de voir l'œdème. Donc vous avez l'œdème trabéculaire, vous avez ici un œdème périlésionnel. Donc ça, c'est vraiment très facile. Est-ce que ça a un intérêt d'aller jusqu'à l'IRM? Ça ne va pas forcément changer fondamentalement la prise en charge. Deuxième cas de figure. Là, c'est un patient qui est venu pour des douleurs. Alors donc la précédente avait des douleurs un petit peu traînantes.
qui sont majorés progressivement au fur et à mesure de la saison. Là, ce n'est pas du tout le même tableau clinique. Vous avez un début brutal sur une frappe. Et donc, noyau d'ossification normale, vous voyez, il n'y a pas d'œdème. Là, c'est blanc. Et comparé à tout à l'heure, vous avez un petit truc en plus. Alors déjà, on passe un petit peu après la bataille. Vous avez des espèces d'appositions périostées. C'est un peu plus large ici que là. Et vous avez une image liquidienne entre le noyau d'ossification et la tubérosité sciatique. Ça, c'est une avulsion qui n'est pas déplacée. Donc, vous avez encore un périchondre et quelques fibres tendineuses qui tiennent, parce que vous avez des fibres du ligament sacrotubéreux qui viennent un petit peu cravater tout ça. Donc, ça tient. Ça tient pas grand-chose. Vous voyez, il y a une petite lame liquidienne sur une contraction un peu forcée. Ça peut lâcher. Et puis, ça peut nous amener à ça, d'où l'intérêt de la radio, c'est que là, vous savez qu'on n'a pas besoin de faire d'imagerie. Vous avez un morceau d'os qui n'est pas à sa place. De l'autre côté, vous avez le noyau d'ossification qui est là où il faut. Là, c'est descendu. Et puis, donc on a tout ce qu'il faut pour savoir ce qui se passe. Et donc ça, c'est pareil, c'est intéressant parce que de temps en temps, on a des épisodes d'avulsion qui passent un petit peu à l'as chez des enfants qui ne veulent pas s'arrêter. Et on se retrouve face à des gros ostéomes cicatriciels comme ça qui peuvent être problématiques. Donc vraiment, la radio, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ça permet aussi, alors c'est des histoires de chasse, mais des sarcomes d'Ewing, de l'héliaque ou de l'ischion, ça arrive. On a déjà eu, avec mes collègues, des jeunes qui viennent pour des douleurs assimilées à des apophysoses qui sont en fait des véritables lésions tumorales. Donc la radio, pour le coup, ne vous en passez pas, c'est une connerie chez l'enfant, indispensable. Si vous avez un message à retenir, c'est radio d'abord. Après, on voit l'échographie, ça peut aider un petit peu si vous avez un petit doute. L'IRM, vraiment, en dernier recours, est plutôt pour les sportifs de bon niveau. Pardon. Donc après, là c'est une diapo qu'on avait utilisée l'année dernière, c'est la classification que nous on utilise avec Thibaut et puis les autres collègues. Donc c'est la classification qui avait été initiée par Rodino, et puis pas mal développée par Brasseur sur l'échographie, et puis redéveloppée par les collègues de l'INSEP pour arriver à une espèce de grande dichotomie entre les lésions musculaires et plutôt les lésions conjonctives. Donc nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse dans la classification, plutôt que l'extension de l'œdème ou bien certaines topographies. Il y a des classifications qui sont très compliquées. Pardon. L'avantage de celle-ci, c'est qu'elle est relativement simple, et puis après, on peut, dans la description, être un peu plus précis pour caractériser certaines lésions. Donc pour vous montrer un petit peu, ça, c'est un sportif, c'est un patient qu'on avait vu avec Thibaut. Ça, en échographie, vous pouvez toujours vous gratter, vous n'irez pas le voir. Ça, c'est quasiment impossible, même avec de la mauvaise foi a posteriori après avoir vu l'IRM. Ça, vous ne l'aurez pas. Donc vraiment, lésion proximale. Si l'échographie est normale, partez du principe que vous ne voyez pas ce qui se passe. Vraiment, des petites anomalies œdémateuses comme ça, vous ne les aurez pas en échographie. Alors après, vous dire exactement ce que c'était comme lésion. Vous voyez, le tendon n'est pas si mal, il y a une petite augmentation de signal. Est-ce que c'est une petite lésion conjonctive ? Voilà, c'est un peu particulier, donc on n'arrive pas non plus à tout classer, c'est ça le message, mais il faut quand même alerter, normalement, quand il y a une discussion, il faut dire, voilà, il y a quelque chose, c'est tendineux, c'est pas grave, mais c'est quand même tendineux, donc ça va modifier un petit peu la prise en charge. Autre cadre où il faut penser, il faut avoir l'IRM assez facile, c'est quand vous arrivez sur l'ischion, donc je vous ai montré, vous avez un ischion normal, vous avez une coiffe tendineuse, un petit peu comme à l'épaule, et là, vous regardez un ischion, et puis il ne se passe pas grand-chose. Alors, ce que les anglo-saxons appellent l'ischion chauve. Donc là, quand vous avez ça, pareil, c'est assez basique. Vous savez qu'en dessous, il n'y a plus rien. C'est désinséré, il n'y a pas de souci. C'est le tableau classique de la feuille de laitue dans le supermarché qui est par terre, la petite glissade en avant, le rock'n'roll un peu endiablé de 2 h du matin sur un sol un peu mouillé, ou après certains collègues qui font du kitesurf de manière un peu engagée. Mais voilà, le tableau est assez classique, c'est très bruyant. Vous arrivez, vous voyez ça, il ne faut pas s'exciter. De toute façon, il y aura l'IRM pour faire le bilan lésionnel, parce que là-dessous, c'est souvent très compliqué à voir. Vous avez de l'hématome, plus ou moins fibreux, avec du liquide. Voilà, là, il ne faut vraiment pas se passer de l'IRM. Donc là, vous retrouvez, pareil, l'image d'ischion chauve, un ischion avec une coiffe tendineuse, là, plus rien, complètement déshabillé. Alors vous voyez, c'est des patients qui sont quand même assez algiques, le tableau clinique est quand même très évocateur. Et puis, donc ça, c'est une coupe sagittale pour vous montrer que le patient était très algique, impossible de faire une extension de cuisse. Donc là, c'est un peu semi-fléchi, le tendon rétracté. Et là, pareil, vous avez une espèce de magma. Donc là, pour le coup, faire la distinction en échographie, pardon, ça peut être un peu compliqué. Donc vraiment, lésion proximale, l'IRM, il ne faut vraiment pas s'en passer. Après, il y a certaines lésions de décollement qui ne sont pas déplacées, qui sont aussi très difficiles. Voilà. Ensuite, on va passer dans vraiment ce que vous allez voir le plus fréquemment chez les sportifs. Donc ça, c'est un patient qu'on a en commun avec Martin.
Vous avez ici une magnifique lésion qui est centrée sur le tendon conjoint. Donc je vous disais, il y a des moments où on a du mal à comprendre, le tendon est au milieu, mais là, les anomalies musculaires sont plutôt sur le biceps que sur le semi-tendineux. Alors allez savoir pourquoi, ça on ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que là, vous avez du conjonctif, ça s'épaissit, ça s'épaissit. C'est un petit peu une espèce de petite vaguelette, un trou et du conjonctif. Donc la correspondance axiale, donc le sciatique qui baigne dans l'œdème, ici le semi-tendineux, le biceps fémoral, il y a un petit morceau de tendon conjoint qui est encore là, qui va disparaître ici, on descend et on retrouve un petit peu de conjonctif. Alors la corrélation en échographie, donc cuisse saine, cuisse pathologique, vous voyez qu'ici, là on a un truc bien brillant, au milieu de deux trucs sombres, le contraste est très très bon, ça c'est impeccable. Tout l'inverse d'ici, où là vous avez une cloison qui est un tendon intramusculaire qui est très hypoéchogène, on a du mal à le différencier. On descend, donc ça c'est vraiment les coupes correspondantes, j'ai fait l'échographie 5 minutes après l'IRM, on commence à perdre un petit peu le conjonctif, avec un petit peu de liquide ici devant, ça correspond à ça, et puis après on arrive sur une zone où il n'y a vraiment plus de conjonctif, et vous avez du liquide entre les deux. Donc ici une petite vidéo, on part du haut, vous allez voir, on a du mal à retrouver la cloison quelque part entre les deux, c'est désorganisé, voilà. C'est dans cette zone que ça se passe, le tendon conjoint est vraiment très lésé, une zone liquidienne, et vous voyez, on a vraiment cet aspect de décollement entre les deux avec les anomalies œdémateuses qui sont vraiment limitées au biceps fémoral. Une autre lésion, bon voilà, après on peut faire le catalogue, hein. Vous avez le conjonctif qui est un petit peu épais ici, plutôt un peu plus bas, donc là c'est déjà une lésion un peu plus vieille, un peu plus fibreuse. Ici on va passer sur le semi-membraneux, donc je vous disais, c'est vraiment, vous avez une grande surface très excentrée par rapport au tendon. Là, une petite lésion conjonctive. Alors, c'était pareil. Je me suis amusé. J'ai fait l'IRM, j'ai fait l'échographie juste après. Et vous voyez très bien que là, on peut se poser la question. On a du mal. Il y a un petit truc qui flotte au milieu du liquide. Qu'est-ce qui se passe sur le conjonctif? Alors là, pour les lésions très très fines, ça peut être intéressant d'aller voir le conjonctif. Vous voyez que le conjonctif est quand même franchement lésé par rapport à l'autre côté. Alors, c'est une petite lésion. C'est une lésion qui est excentrée, qui respecte la plus grosse partie du tendon. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quand même quelques avantages à l'échographie. Puis, on est moins noyé par l'œdème musculaire. Ici, une lésion un peu plus sévère, pareil. Donc vous voyez cet aspect très excentré du corps musculaire par rapport au tendon, donc c'est vraiment une zone assez fragile, c'est caricatural. Une autre lésion, là on est plutôt sur la partie un peu renflée du tendon, côté sain ici avec le tendon plutôt fin, la petite flagelle, et là vous avez un gros tendon très hypoéchogène. Enfin, dernière zone, les deux biceps. Donc vous voyez, c'est vraiment très bizarre, on peut avoir ici donc, le chef fémoral, le chef ischiatique, une petite lame tendineuse, une petite lame liquidienne. Ça ne se manifeste pas par autre chose que ça. Alors ça peut évoluer vers des lésions plus graves. En général, c'est des lésions qui sont quand même pas très très importantes. Et je laisse le mot de la fin pour Thibaut. Merci. Donc en conclusion, donc je rappelle vraiment les 4 sites anatomiques à connaître pour cibler vos recherches et en déduire les protocoles de prise en charge et les pronostics. Donc vraiment l'insertion proximale, donc du semi-membraneux et du tendon conjoint biceps fémoral semi-tendineux, la partie intramusculaire de ces tendons, donc du tendon conjoint d'une part et du semi-membraneux d'autre part, et vraiment l'accolement long et court biceps en distal, vraiment l'ensemble des lésions, elles sont sur ces structures-là. Et donc avoir l'échographie systématique, vraiment voilà, dans ces lésions-là, pour préciser les lésions, identifier les structures atteintes, les grader, ne pas hésiter à vraiment adresser pour un bilan complémentaire en IRM sur les lésions proximales qui sont potentiellement chirurgicales. C'est quasiment les seuls. Hein. Voilà, en tout cas pour le sportif lambda. Et voilà, et sinon, l'écho pour les autres. Eh bien, merci. Je vous remercie de votre attention.